Delphine Goutteux, hypnose, relaxation et hypnothérapie. Je vous laisse vous installer confortablement chez vous, ou là où vous êtes, peut-être allongé, peut-être assis, avec un oreiller si vous en avez besoin, une couverture, de manière à ce que vous puissiez vous détendre le plus confortablement possible. Prenez le temps de ressentir ce qui est confortable, ce qui est agréable dans votre posture, et rectifiez-la si nécessaire. Et puis centrez-vous sur votre respiration. La façon dont vous pouvez la ressentir dans un premier temps. Le plus souvent, lorsqu'on se centre sur notre respiration, on fait descendre notre mental dans le corps, notre conscience dans le corps, et on s'aperçoit qu'on respire. Et puis quand on a senti qu'on respire, on revient tout aussi vite au mental. L'exercice là est légèrement différent. Il s'agit de rester concentré sur votre respiration, de déposer votre conscience sur ce mouvement, d'observer sa régularité ou ses irrégularités, de l'observer au microscope, sentir l'ampleur, le point de départ de l'inspiration, la vague de cette inspiration, la façon dont le mouvement s'inverse, le passage de l'inspiration à l'expiration. Est-ce qu'il se situe dans un endroit particulier du corps, où vous pouvez le ressentir jusqu'à dans vos orteils, dans tout l'espace du corps? La vague de l'expiration, est-ce qu'elle est plus longue, plus large ou plus courte que celle de l'inspiration? Est-ce qu'elle suit le même chemin? Est-ce qu'elle a la même ampleur? Vous pouvez observer aussi quelles sont les parties de votre corps qui sont en mouvement lors de votre respiration. Est-ce plus l'avant de votre corps? Ou vous pouvez également sentir cette respiration à l'arrière de votre corps, dans vos épaules, dans votre dos, dans votre colonne vertébrale. Est-ce qu'elle se situe plutôt dans le haut de votre corps, au niveau des épaules, de la poitrine, ou elle peut descendre tout en bas, dans votre ventre, jusqu'à dans votre bassin, peut-être plus bas encore? Est-ce que cette respiration peut animer tout votre corps? Comme une onde qui vous traverse. Peut-être il y a un côté qui respire plus que l'autre. Le côté gauche ou le côté droit. Après tout, nos poumons ont une forme différente d'un côté et de l'autre. Peut-être vous pouvez le ressentir dans la façon dont ils se gonflent, dans la forme qu'ils prennent. Vous ne faites rien. Vous laissez juste votre corps être là, vous laissez votre corps ressentir ce qu'il y a là.
Voilà, très bien. Au niveau de vos narines, comment vous pouvez sentir l'air? Sa fraîcheur, sa chaleur, son humidité. Peut-être il y a une odeur particulière dans l'inspiration ou dans l'expiration, la propre odeur de votre respiration. Peut-être vous pouvez sentir si vos narines sont dégagées ou obstruées. Il y en a peut-être une qui respire mieux que l'autre. Jusqu'où vous pouvez ressentir cette air qui pénètre dans vos narines? Jusqu'où est-ce que c'est présent? Vous pouvez également ressentir la puissance de votre souffle. Est-ce que le mouvement est plus important à l'inspiration? À l'expiration? Est-ce qu'il y a un arrêt entre deux? Peut-être il y a un bruit. Peut-être faites-vous du bruit en respirant. Est-ce que vous pouvez observer cela? Quelque chose qui viendrait vibrer à l'intérieur? Jusqu'où vous pouvez ressentir ce flux de l'air à travers vos narines? Est-ce que vous pouvez le sentir traverser vos sinus? Ou peut-être vous en perdez la conscience? Observez. Ou est-ce que vous pouvez le retrouver peut-être à l'arrière de votre gorge? La façon dont ça circule dans cette part de votre corps. Est-ce qu'il y a un flux d'air qui vient mettre en mouvement tout l'air de votre bouche? Un goût particulier à cet air? Est-ce le même à l'inspiration qu'à l'expiration? Est-ce que le passage est fluide, aisé? Est-ce que votre mâchoire, est-ce que les os de votre crâne sont détendus pour laisser ce flux d'air largement circuler? Vous pouvez aussi observer le rythme de votre respiration. Est-ce qu'il s'est modifié depuis tout à l'heure? Est-ce que votre respiration a changé? Le plus souvent, quand on se centre sur sa respiration, ça vient modifier quelque chose. Le regard que nous portons sur nous-mêmes, le regard de notre conscience vient modifier quelque chose, vient nourrir quelque chose. Selon le rapport que vous entretenez à vous-même, cela peut venir accélérer votre rythme respiratoire ou le ralentir. Vous pouvez juste prendre conscience de cette conscience et de vos réactions à cette conscience. Est-ce quelque chose qui vient vous apaiser? Ou au contraire, ce regard porté sur vous-même crée des tensions, peut-être des peurs, peut-être un jugement.
Vous ne faites rien. Vous observez simplement, vous accueillez. Vous prenez conscience du pouvoir de votre conscience, la façon dont cela vient modifier toute l'ambiance à l'intérieur. Et vous vous laissez simplement bercer par votre respiration, quel que soit son rythme, quelle que soit son ampleur, quelles que soient les sensations agréables ou douloureuses qui sont présentes. Laissez simplement tout votre corps s'abandonner à cette respiration, comme quelque chose qui vient prendre soin de vous, qui vient vous bercer d'intérieur, avec douceur, avec bienveillance. Et là aussi, vous pouvez observer, pour certains, s'abandonner, se laisser porter par la respiration, par le bercement. C'est simple, c'est agréable. On redevient bébé. Pour d'autres, cela peut créer du stress, de l'angoisse, des tensions. Peu importe ce qu'il en est pour vous, l'important, c'est simplement la conscience de ce qu'il y a. Lorsque nous parlons de conscience, le plus souvent nous ramenons quelque chose à notre mental. Nous voulons porter un jugement, nous voulons poser des mots sur ce qu'il y a là. Mais il existe une conscience beaucoup plus large, beaucoup plus universelle. Vous laissez faire cette conscience, cette forme de conscience. Une conscience qui est corporelle, primaire. Une conscience qui ressent simplement. Les jugements, les pensées, bien sûr, tout cela peut être présent. Et vous pouvez observer aussi comment votre conscience prend conscience de ces jugements, de ces pensées, de ce qui se passe dans votre mental. C'est important d'aller distinguer le mental de la conscience du mental. Vous avez cette capacité de déplacer votre conscience du mental vers les sensations corporelles. Vous avez cette capacité de faire revenir votre conscience au niveau de vos pensées, de votre mental. Vous pouvez observer qu'il est souvent bien plus facile de s'identifier à ses pensées qu'à ses sensations corporelles. Observez vos pensées, le rythme auquel elles défilent peut être très rapide, peut être très lent. Lorsque vous prenez conscience de vos pensées, vous distinguez votre conscience de vos pensées. Il s'agit de deux choses différentes. Peut-être vous pouvez simplement vous identifier à cette conscience. Observez vos pensées. Quelle forme prennent-elles? Un dialogue? Ou d'autres voix encore qui se répondent les unes aux autres? Un monologue? Plus ou moins construit, plus ou moins logique?
ou peut-être même quelque chose qui passe du coq à l'âne, sans aucune logique, de manière intuitive ou assez bordélique. Peut-être il s'agit d'images, de musique, ou de toute autre forme de pensée. Observez comment les pensées s'enchaînent les unes avec les autres. Ça peut être très rapide. Il peut y avoir un silence, un blanc entre chaque pensée lorsque c'est très lent. Observez ce qu'il en est pour vous. Observez également que vos pensées se tournent le plus souvent soit vers l'avenir, ce que vous pouvez craindre du l'avenir, ou vos espoirs, vos projets. Ou bien elles se tournent vers le passé, vos regrets, vos culpabilités, ou bien encore des souvenirs agréables. Des souvenirs satisfaisants qui viennent renforcer l'image que vous avez de vous-même. Peu importe de quoi il s'agit, passé ou avenir, agréable ou désagréable. Prenez simplement conscience de quoi il s'agit. Si vous êtes attentif à vos pensées, vous allez voir qu'il y a une espèce d'ambiance dans ces pensées. Dans la tonalité des voix, le ton de voix. Peut-être est-ce doux, apaisant, agréable. Une douce voix qui vous susurre des paroles d'amour à l'intérieur. Ça peut être au contraire une voix qui vient vous faire du mal, vous réprimander, vous humilier peut-être même, vous conseiller. Observez ces voix à l'intérieur, l'ambiance qu'il y a. Si vos pensées sont sous forme d'images, c'est la même chose. Ça peut être gris, triste, mélancolique. Ça peut être joyeux, plein de couleurs, très animé. Observez ce qu'il en est à l'intérieur. Dans quelle ambiance se déroulent vos pensées? Dans quelle ambiance pensez-vous à cet instant? Prenez conscience que votre mental baigne dans une certaine ambiance. Que cette ambiance est modifiée par ce qui vous entoure, l'ambiance de la pièce dans laquelle vous êtes, par le rythme de votre respiration, par vos ressentis corporels, les tensions dans les fascias, dans les muscles, dans les articulations, les douleurs ou les sensations agréables présentes dans votre corps. Par les émotions,
Nous fonctionnons ainsi. Lorsqu'il y a un changement, lorsqu'il y a une perception, qu'elle soit interne ou externe, cela vient créer une émotion. C'est la façon qu'a notre corps de ressentir, de connaître le changement. Tout changement crée une émotion. Qu'elle soit agréable ou désagréable, n'a aucune importance. Votre corps prend conscience par le ressenti, par l'ambiance de ce changement. Dès lors, si vous le laissez simplement faire, sans vous approprier ni ses sensations, ni ses émotions, si vous le laissez simplement faire sans impliquer votre mental, il va tout simplement se modifier pour s'adapter au changement. L'émotion est présente tant que l'adaptation est incomplète. Cette émotion, cette sensation, ça lui permet de savoir où il en est. Si vous êtes attentif, vous pouvez observer que toute sensation, toute émotion est quelque chose de vivant, quelque chose en mouvement. Au microscope de votre attention, de votre conscience, vous vous rendez rapidement compte que cela est tout le temps en train de se transformer, d'interagir avec vous. Bien sûr, notre conscience mentale est limitée, mais notre conscience corporelle inclut notre inconscient. C'est quelque chose de beaucoup plus large, qui peut gérer beaucoup plus de paramètres, avec beaucoup plus de nuances, beaucoup plus de délicatesse que votre mental. Vous ne faites rien, vous laissez juste votre corps ressentir, éprouver, connaître, savoir ce qui est là, et vous le laissez faire. Par lui-même, il va se transformer sa posture, sa façon d'être, comme il le fait depuis toujours, depuis votre conception, comme il le fera toujours à l'avenir, même après votre mort. Vous le laissez faire. Il s'adapte en permanence. Et par lui-même, il va venir résoudre le problème. Trouver quelque chose de confortable, d'agréable. Si votre mental vient saisir ce qui se passe, si vous commencez à penser ce qu'il y a là, automatiquement par la pensée, parce que vous allez désigner le problème avec un langage, vous venez figer quelque chose, vous venez arrêter le mouvement. Ce qui s'écoule pendant la phrase
C'est quelques secondes. Mais durant ces quelques secondes, votre corps, lui, a déjà modifié des choses. Votre mental reste figé dans une connaissance, un apprentissage, un savoir qui, lorsqu'il est utilisé par le mental, reste vrai, comme une définition, comme quelque chose qui traverserait le temps, qui s'immobilise. Oh, ça peut être cette simple expression que nous avons tous eue à un moment ou un autre. Qu'est-ce que je suis con? Et oui, c'est sûrement vrai. C'est sûrement vrai un instant. Nous faisons tous des erreurs, c'est normal, c'est humain. Ça fait partie des expériences nécessaires pour connaître notre environnement, pour l'expérimenter. Mais lorsque nous répétons cette phrase trop souvent, alors que l'expérience même vient approfondir notre connaissance, notre intelligence, nous nous persuadons du contraire. Lorsque nous déposons notre conscience sur notre mental, nous sommes subjugués par le mouvement des pensées. Effectivement, celles-ci sont tout le temps en mouvement. Ça change sans arrêt. Et pourtant, cela change sans arrêt et cela vient tout figer en même temps. De façon assez contradictoire. Si vous revenez simplement à votre respiration, au mouvement de la vie à l'intérieur, l'impression est à l'opposé. Cela semble être toujours la même chose, la même respiration, le même mouvement, et pourtant, tout se transforme sans arrêt. Cette ambiance intérieure, c'est à partir de ça que vous allez répondre à la question « Comment ça va aujourd'hui ?» Ça va. Ça ne va pas bien. En réalité, elle est composée de plusieurs éléments. Elle varie bien sûr un peu chaque jour, en fonction d'un certain nombre de critères. Ce qui vous fait répondre « ça va aujourd'hui, ça ne va pas ». Ce qui vous fait lever du bon pied. Ou « non, ce matin décidément, rien ne va ». Cette ambiance, elle se compose tout au long de la vie. C'est le rapport que nous entretenons à nous-mêmes. Dans cette ambiance, il y a tous nos défauts, toutes nos qualités. C'est une grande partie de notre identité. Nous nous sentons bien, nous nous sentons mal. Au tout début, cette ambiance, c'est avant tout le milieu dans lequel nous nous développons, le ventre de notre mère.
une espèce d'ambiance de référence. Nous partageons beaucoup de choses avec elle. Les sensations, les ressentis émotionnels qui circulent d'un corps à l'autre. Si notre mère est tendue pendant la grossesse, finalement ce ventre dans lequel nous nous développons, il sera tendu aussi. Quelque chose qui, sans être vraiment dur, nous semble quand même relativement limitant. Quelque chose qui peut être un peu oppressant. Le rythme du battement du cœur. Mais aussi la composition du liquide amniotique, bien sûr. Les humeurs de maman. Les expériences. Nous nous développons, nous nous construisons dans un environnement. L'environnement dans lequel vit notre mère va venir influencer fortement notre propre environnement, même si nous sommes protégés à l'intérieur. Nous pouvons sentir dans le liquide amniotique le goût des aliments qu'elle a mangés. Cela forge déjà notre culture alimentaire. C'est d'ailleurs la dernière chose qui disparaît de notre vie lorsque nous changeons de pays, lorsque nous changeons de culture. Ces habitudes alimentaires, cette ambiance alimentaire qui se crée avant même la naissance, c'est une part très forte de notre identité. Elle met plusieurs générations à disparaître lorsque nous changeons de pays. Et nous nous rappelons tous, avec nostalgie, des plats que notre maman nous faisait. Même si nous allons ailleurs, c'est toujours moins bon. Cette ambiance, elle est le résultat de la société dans laquelle notre mère vit. Est-ce que c'est agréable d'être mère dans cette société? Est-ce qu'on est chouchouté? Est-ce que la société prend soin d'elle, de l'enfant à venir? Ou au contraire, elle ne change rien à ses habitudes, elle se montre forte, elle prend sur elle? Parfois c'est nécessaire aussi. Peu importe d'ailleurs, cela va juste venir influencer l'ambiance et nous permettre de nous adapter à la société dans laquelle nous arrivons. L'ambiance, bien sûr, c'est aussi tout ce qui va être constitué par le moment de notre naissance. Nous arrivons au monde en quelques minutes. Nous allons devoir nous adapter, nous mettre à respirer, nous mettre à produire notre propre chaleur, devenir presque autonome, du moins pouvoir vivre sans être rattaché au corps de notre mère. Dans notre culture humaine, avant le système d'avortement, lorsqu'il y avait trop d'enfants dans la société, c'est le moment qu'on choisissait, et c'est encore le moment que l'on choisit pour abandonner l'enfant. C'est un moment essentiel pour la survie de l'enfant. Il faut que le processus d'attachement se fasse très rapidement. Sinon, il est déposé, oublié à un endroit, une poubelle, un coin de rue.
un fossé, dans la forêt, peu importe. Il y a toujours et sûrement il y aura toujours des enfants abandonnés. Lorsque la société, lorsque le groupe humain met en place quelque chose pour répondre à cette situation, bien sûr l'enfant est sauvé. Mais il y a quelque chose qui reste tout de même dans ce processus à ce moment-là. L'enfant a quelques minutes, quelques heures tout au plus, pour créer un lien, un attachement avec sa mère, avec les humains qui sont là. Il s'agit qu'il soit reconnu lui-même en tant qu'être humain. Être reconnu en tant qu'être humain, ça veut dire intégrer le groupe des humains. Ça peut se faire par un baptême, ça peut se faire simplement en donnant un nom, une identité à l'enfant. C'est ce qui se fait dans notre société, on va déclarer l'enfant. À partir du moment où il est déclaré en tant qu'être humain. Il se met à exister. Cette ambiance, à ce moment-là, c'est particulier. L'enfant va ressentir l'ambiance dans laquelle il est accueilli. Et il va s'y adapter, de manière à ce que les adultes qui sont là, puissent le reconnaître en tant qu'être humain. C'est une imprégnation très forte de l'ambiance au moment de la naissance, parce qu'il va falloir dégager la même ambiance que les autres, s'en imprégner suffisamment pour être reconnu en tant qu'être humain. Bien sûr, la majorité des enfants sont reconnus en tant qu'être humain, mais il y a toujours des exceptions, et pour la survie de l'espèce, c'est important que ces exceptions restent des exceptions. Notre ambiance intérieure, c'est aussi le résultat de ce moment où nous avons été nommés et reconnus en tant qu'être humain. Le regard qui a été porté sur nous à ce moment-là. Les espoirs ou les regrets, les inquiétudes, les déceptions, les joies. C'est un garçon, c'est une fille. Il ou elle est en bonne santé. Un handicap, une tache de naissance. Oh, il ressemble à son père, sa mère, ses grands-parents. À partir du moment où on ressemble à, on fait partie du groupe. Mais si par hasard l'enfant ne ressemble à personne, si finalement il arrive comme de trop dans cette famille, l'ambiance va être complètement différente. Ça fait partie de notre identité, ça fait partie de notre bien-être, de notre mal-être. Il peut aussi arriver dans des conditions difficiles. L'équipe médicale présente, la sage-femme ou même les parents peuvent être très inquiets. Il va s'imprégner de cette inquiétude comme un fond, comme une part de son identité. Ça va rester scotché. Quand nous grandissons, nous continuons à nous imprégner de cette ambiance par le regard que portent nos parents, nos éducateurs sur nous. Comment nous sommes perçus. Ce qu'ils viennent encourager chez nous. Si nous avons envie d'un enfant qui vient nous distraire de notre quotidien, changer les idées, nous risquons d'avoir un enfant joyeux, qui sera blagueur, qui nous fera rire. Si au contraire, nous sommes inquiets pour cet enfant, il va montrer beaucoup de sérieux.
il va répondre à nos attentes. Et là aussi, notre identité vient se forger, cette ambiance intérieure, à partir des regards posés sur nous. Est-ce que nous sommes quelqu'un de bien? Est-ce que nous sommes quelqu'un de bien? Et c'est le regard de l'autre qui vient répondre à cette question. Et ce regard, nous l'intégrons. Il est présent dans l'ambiance, dans la conscience que nous avons de nous-mêmes. Il se manifeste dans la voix, dans le dialogue à l'intérieur. La voix de la conscience qui vient nous dire c'est bien, c'est mal, fais attention, tu es ceci, tu es cela. Lorsque nous prenons conscience de cette ambiance intérieure, nous prenons conscience de toute notre histoire, mais aussi de toute l'histoire de notre famille, d'une construction transmise de génération en génération. Impossible de changer cette histoire par la pensée, bien sûr. Impossible de changer cette ambiance. Au contraire, c'est notre pensée qui se développe, qui existe dans cette ambiance. Pour modifier l'ambiance, il faut plonger encore plus profondément à la source, à l'origine. Dans cette ambiance, nous allons aussi retrouver la confiance que nous avons dans notre propre corps, la confiance que nous avons dans notre intelligence, dans nos capacités émotionnelles, la confiance présente dans le regard de nos parents, la confiance qui est le résultat du regard des autres sur nous-mêmes, de leur évaluation, des encouragements ou des découragements que nous avons reçus. Dans cette ambiance, nous allons aussi retrouver la confiance que nous avons dans les autres. En fonction de ce regard posé sur nous. Est-ce que c'est quelque chose qui vient nous donner des ailes? Est-ce qu'au contraire c'est quelque chose qui nous donne envie de nous cacher, de nous replier sur nous-mêmes? Dans cette ambiance, nous allons aussi trouver la confiance que nous pouvons avoir dans la vie. Est-ce que c'est quelque chose qui peut s'exprimer simplement, naturellement? Ou au contraire, nous avons appris par ces regards à nous méfier de nous-mêmes, de notre nature. Modifier cette ambiance, c'est très délicat, c'est très difficile. Il faut retourner au moment où cela s'est construit. Revisiter notre propre vie. Impossible de tout réécrire, bien sûr, mais certaines blessures, là où ça fait encore mal, là où nous pouvons sentir que c'est dur à l'intérieur. Les tensions corporelles, des douleurs, quelque chose de figé, quelque chose qui vient nous limiter. Dès lors, nous pouvons d'une certaine manière nous diviser en deux. Être celui qui regarde, celle qui vient
poser un regard. Et nous pouvons bien sûr choisir de mettre dans ce regard tout ce qui nous manque. L'amour, la confiance, la compassion, mais surtout la présence. Être là pour nous-mêmes. Être le propre témoin de notre vie. Avoir ce courage d'affronter ce qu'il y a là. Sans rien dire, peut-être sans rien changer. Juste être là. Dans cette conscience, dans cette ambiance. Être là avec confiance. On peut même appeler ça la foi. Une confiance naturelle, simple, spontanée. La même confiance que peut avoir l'enfant dans ce qui l'entoure, dans ses parents. La confiance du bébé qui arrive au monde et qui est capable de s'abandonner totalement aux adultes qui sont là. Avec confiance. Même si c'est certain, un jour ou l'autre, un moment ou l'autre, cette confiance sera trahie. Ça n'a aucune importance. C'est pour ça que on peut appeler ça la foi. Être là, avec sa confiance. Quelque chose d'absurde, d'illogique. Quelque chose qui part du cœur, qui part du plus profond de nous-mêmes. Juste en étant là, juste en étant présent, juste en étant ce miroir conscient, en regardant ce qui est là. Nous venons changer. Nous pouvons simplement constater que l'ambiance change. Petit à petit. Il s'agit de faire l'exercice régulièrement. Par exemple, en pratiquant une méditation tous les jours. Impossible de changer l'ambiance de dizaines d'années d'expérience de vie en quelques minutes. Mais lorsque nous revenons chaque jour à cette ambiance, telle qu'elle est ce jour-là, lorsque nous sommes présents à nous-mêmes, lorsque l'œil de notre conscience descend au plus profond de nous-mêmes pour percevoir cette ambiance, pour la transformer, apporter un regard bienveillant, un regard ouvert. Nous pouvons agir petit à petit sur nous-mêmes, sur notre vie, sur notre confiance. Vous ne faites rien, juste prendre conscience de l'ambiance qui est là, de vous plonger dans cette ambiance, sans poser de mots, en lâchant votre mental. Une présence centrée sur vous-même. Une confiance en vous-même. Ou dans quelque chose qui vous dépasse complètement, qui va venir modifier cette ambiance. Vous restez là, le plus longtemps possible. Et
si votre conscience remonte vers le mental, ça n'a aucune importance. Vous prenez juste le temps de redescendre dans cette ambiance. Après tout, c'est à partir de cette ambiance que vos pensées mentales se forment. Et puis, progressivement, à votre rythme et par les chemins qui sont les vôtres, vous pouvez revenir à votre état de vigilance habituel, vous réveiller, sortir de votre méditation.